Bonjour tout le monde. Donc, comme Camille l'a dit, Alexia Couturier, je suis la directrice adjointe de l'OBV RPNS Rouge Petite Nation Saumon. Ça fait maintenant bientôt 10 ans que je suis en poste. Et dans ma carrière, j'ai été appelée à gérer les problématiques de Castor en termes de tout ce qui va gérer les projets là, qui sont apportés aux OBV. Donc, ça fait maintenant bientôt 14 ans que je travaille sur ces problématiques-là. Donc, pour aujourd'hui, le plan de la présentation, on va commencer par vous parler de l'OBV en bref, là, vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on mange l'hiver. L'écologie du castor, qu'est-ce que c'est qu'un castor, comment ça fonctionne, les impacts des barrages, les avenues de cohabitation qui sont possibles de mettre en place autres que la déprédation, là, que le piégeage, et une période de questions. Je vous informe que la présentation est enregistrée, donc on voit l'image, on m'entend, c'est la raison pour laquelle je porte un micro. Je vous demanderai à cet effet-là de garder vos questions pour la fin parce qu'on va couper l'enregistrement pour éviter qu'on n'entende pas les questions, en fait. Donc, l'OBV RPNS, qu'est-ce qu'on est? On est un organisme qui est officiellement mandaté par le ministère de l'Environnement, dont j'ai nommé le nom tantôt. En fait, on est 40 à travers le Québec à avoir le même mandat, la même mission. Puis, nous, à l'OBV, on couvre un territoire de quasiment 8500 km², puis ça couvre 3 bassins versants principaux, donc la Rouge, la Petite Nation, puis la Saumon, les deux dernières étant dans l'Outaouais principalement. Et en fait, on a eu entre 8 et 11 petits bassins versants là, qui vont s'écouler directement dans la rivière des Outaouais, donc qui ne traversent pas nécessairement le territoire du nord au sud. On couvre 2 régions administratives, 6 MRC, 55 municipalités, puis 11 territoires non organisés. Donc, on a quand même un territoire qui est assez conséquent, qui couvre principalement de la villégiature et du milieu forestier parce qu'au niveau du milieu urbanisé, on n'a pas beaucoup de grandes villes. En fait, on a Mont-Tremblant, on a Rivière-Rouge, puis on a Saint-André-Avelin dans l'Outaouais. Pour le reste, c'est vraiment des plus petites municipalités. Et on couvre, la superficie couvre 3900 lacs de plus de 1 hectare. Donc, des associations de lacs, on en a comme un certain nombre sur notre territoire. On est assez habitués à travailler avec vous. Le mandat principal d'un organisme de bassin versant, c'est l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan directeur de l'eau, qui est une planification stratégique qui dure 10 ans, qui contient un portrait, un diagnostic du territoire, à savoir elles sont où les problématiques, puis évidemment un plan d'action pour tenter de les résoudre, ces problématiques. Ce qui m'amène à vous parler du projet Castor parce que les castors font partie des problématiques qu'on a sur nos territoires, pas mal à la grandeur du Québec. Puis les projets qu'on débuté sur le castor, ça date de 2011-2012. En fait, on s'était fait approcher par la MRC des Laurentides à l'époque pour un besoin de formation des acteurs municipaux. Donc, il y a eu une formation pour le monde municipal qui a été donnée à 3 endroits, dont la Conception dans les Laurentides. Ensuite, il y a eu une élaboration d'un document de sensibilisation. Ces documents-là sont disponibles sur le site web de l'OBV, fait que si vous voulez y avoir accès, c'est public, il n'y a pas de problème. Puis, suite à ces formations-là, il y avait un sondage de satisfaction qui a été passé, puis on s'est fait dire qu'il y avait une lacune là, qui était certaine au niveau des problématiques de castor, c'est qu'on ne savait pas où étaient les colonies, ni à quoi ça ressemblait, puis on ne savait pas comment contacter les piégeurs. Fait qu'on a fait un autre projet ensuite qui était le développement d'un outil d'acquisition de connaissances qui permet en fait sur le terrain aux acteurs municipaux, principalement les inspecteurs, d'aller sur le terrain, de prélever des données puis d'avoir une base de données. Donc, cet outil d'acquisition de connaissances-là va permettre aux municipalités d'avoir une base de données sur laquelle se baser pour un historique, en fait. Et en 2015-2016, les données recueillies dans cet outil-là ont permis qu'on engage, en fait, un biologiste à l'externe, qui est quelqu'un qui a travaillé sur des plans de gestion ministériels pas mal toute sa vie, donc il savait de quoi il parlait, et il nous a aidés à élaborer un guide de conception des plans d'action, le fameux plan d'action dont Mme Gariepi parlait tantôt.
En fait, ce guide-là permet de construire un plan d'action un petit peu comme une recette de cuisine. Vous prenez le document, vous suivez les différentes étapes, puis au final, vous arrivez avec un plan d'action pour l'ensemble des barrages que vous avez ciblés au sein d'une municipalité. Et le dernier volet qu'on a fait sur ce projet-là, on a travaillé avec l'Université de Montréal, avec un chercheur qui a modélisé les risques de rupture de barrage. Donc, ces documents-là ne sont pas sur notre site Web, c'est la seule partie qui ne l'est pas. À cause du poids. Il faut qu'on trouve une solution là, pour mettre ça en ligne, mais c'est des cartes interactives, en fait que ça bouge. Là. Donc, c'est très, très lourd à gérer, mais évidemment, les municipalités ont reçu leur livrable, mais cette partie-là n'est pas disponible. Fait que si on en vient maintenant à l'écologie du castor, qu'est-ce que c'est un castor? C'est un mammifère de la famille des rongeurs qui est semi-aquatique puis qui est exclusivement herbivore. Il va construire des barrages, en fait, pour augmenter le niveau de l'eau et être capable d'aller chercher, d'avoir accès, en fait, aux arbres là, de façon plus sécuritaire parce qu'il y a très peu de prédateurs qui vont l'attaquer dans l'eau. Et il va entreposer sa nourriture dans une réserve alimentaire. Fait que vous allez les voir parfois, là, les réserves qui sont différentes des huttes, là, mais c'est quand même quelque chose qu'on voit assez souvent sur les lacs. Puis, il va utiliser une hutte ou un terrier comme milieu de vie. Donc, il va vivre là-dedans, puis sa réserve alimentaire va être sa cuisine, en gros. Au niveau du Québec, les études qui ont été faites établissent les colonies là, entre 2 et 12 individus, 3,6 de moyenne. Puis, la consommation alimentaire de cet animal-là est majoritairement feuillue. Donc, on va parler du peuplier faux-tremble, du bouleau, d'aulne, de saule, dans une moindre mesure de l'érable, mais il est quand même très, très peu intéressé par les espèces résineuses, à moins de vraiment pas avoir le choix. Est-ce que c'est mieux pour la vitesse? Parfait. En fait, le castor, il va construire son barrage quand il va entendre le son de l'eau qui coule. Il y a des études qui ont été faites, des chercheurs qui ont mis des haut-parleurs dans le bois, dans un endroit où il n'y a pas du tout d'eau, et ils ont mis le son de l'eau qui coulait assez fort, et le castor est venu commencer un barrage là-dessus. Donc, c'est vraiment ça qui va déclencher le réflexe là, de construction des barrages. Et en fait, les barrages, bien, ça va induire des modifications qui sont plus ou moins pérennes dans le temps au niveau des milieux naturels. Comme Mme Garriépi le disait tantôt, sur vos cartes, là, il y a des barrages qui existaient en 2017, qui n'existent plus aujourd'hui. Il y en a qui doivent probablement être encore présents. En fait, tout va dépendre de est-ce que l'habitat il continue d'être préférentiel pour l'animal ou pas. Donc, les modifications que ça va induire au niveau du milieu naturel, on va parler de la régularisation des écoulements. En fait, c'est sûr que quand vous avez un cours d'eau puis qu'il y a un barrage qui se met dessus, bien, toute la partie qui est en haut, qu'on appelle l'amont du cours d'eau, bien, il n'y a plus d'écoulement. Donc, ça, c'est certain que cette partie-là favorise la régulation de l'écoulement de l'eau. Puis, il va y avoir une réduction de l'érosion, en fait, le long du cours d'eau parce que ça va éviter qu'il y ait des étiages et des étiages étant des périodes de peu d'eau dans le cours d'eau, puis des crues, des inondations. Ça va enclencher aussi un maintien des nappes phréatiques parce qu'évidemment, vous avez un étang, bien, c'est sûr que c'est plus facile pour la nappe phréatique de se recharger quand il y a de l'eau au-dessus que quand elle fait juste passer. Là. Ça dépend toujours des caractéristiques du sol, mais ça favorise le maintien des nappes phréatiques d'avoir un étang de castor. Puis, bien, évidemment, quand il va y avoir un étang de castor qui va se former parce qu'il y a un barrage, bien, il va y avoir une modification au niveau des communautés végétales. La végétation va changer. Souvent, ça va être la végétation forestière qui va laisser la place à une végétation plus de milieu humide. Puis, l'évolution des communautés animales vient un petit peu après, là, mais c'est sûr qu'un étang de castor va favoriser la présence des oiseaux, des mammifères qui viennent s'abreuver, ce genre de choses-là.
Les étangs de castors, ce sont des milieux qui sont stagnants. Donc, ça va induire une décomposition, en fait, de la matière organique. Quand vous avez un barrage qui se construit, l'eau arrive, ça stagne, toute la végétation qui va être dans le fond de l'étang, les arbres, tout ce qui va être herbacé, arbuste, au fil du temps, ça va se décomposer. Donc, ça, ce que ça apporte, c'est des modifications à la physico-chimie de l'eau. Donc, tout ce qui va concerner le phosphore, les matières en suspension, l'azote, évidemment, dans certains cas, les coliformes fécaux aussi, parce que l'animal va faire ses besoins dans l'eau. Donc, ça, c'est des modifications qui induisent les étangs. Puis, à ce niveau-là, en fait, la décomposition de la matière végétale va entraîner une diminution de l'oxygène dans l'eau. Donc, ce que ça crée, c'est en fait, pas une problématique, mais c'est qu'il y a certaines espèces de poissons, dont l'omble de fontaine, là, qui va avoir de la difficulté, en fait, à s'établir ou à rester dans ces milieux-là parce que c'est des poissons qui nécessitent là, une quantité d'oxygène dans l'eau qui est très importante. Fait que si on revient un petit peu en arrière, là, historiquement, la population de castors, elle était très prospère en Amérique du Nord. Et la régulation de cet animal-là, elle se faisait de façon naturelle, avec des prédateurs. On parle du loup, du coyote, de l'ours, du lynx, etc. Mais l'expansion humaine, entre autres à partir de la colonisation, ça a contraint les populations animales de façon générale à tenter de s'établir ailleurs. Ceci étant dit, ça a conduit donc à un piégeage qui devait être plus intensif parce que c'est surtout les prédateurs qui se sont poussés. Là, je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà eu l'occasion de croiser un loup en milieu naturel. Là. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup dans la salle. C'est normal, ces animaux-là ont quand même tendance à éviter l'humain, peut-être à l'exception du coyote puis de l'ours aujourd'hui. Puis, à l'époque, le piégeage a donc été retenu comme une solution c'était pas tant pour venir jouer sur la population de castors, mais c'était parce qu'il y avait de la demande pour la peau. La compagnie de la baie d'Hudson, à l'époque, qui avait été fusionnée avec la compagnie du Nord-Ouest, vendait les peaux en Europe. Mais c'est comme tout, ça a été une mode. Fait que quand la mode a commencé à diminuer, il y avait moins d'intérêt pour les peaux de castor, donc moins de piégeage. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, tu me corrigeras si je me trompe, Marianne, mais la peau de castor ne vaut pas grand-chose comparativement à certaines autres peaux d'animaux, notamment la martre et puis le pécan, je pense. Oui, c'est variable. C'est comme des cycles, là, mais c'est que le castor, là, il remonte un peu, mais il est plus stable. Puis on n'a plus des 100, 120 $ par castor comme on avait avant. Là. Maintenant, quand on parle de peu, c'est 12, un castor qui est abîmé, mais ça peut aller jusqu'à 30, 35, 40 $ pour les gros spécimens qui sont très bien apprêtés puis intacts. Merci pour la précision. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que s'il y a moins de piégeage, puis qu'il y a moins de prédation naturelle parce que les prédateurs ont tendance à aller plus dans le bois, on va avoir une augmentation de la population. Puis, en fait, il y a une autre problématique qui va apparaître en parallèle, qui va être l'intensification de l'urbanisation. Au niveau de l'urbanisation, oui, on va trouver comme un peu d'ours ou de coyotes, mais en termes de comportement animal, il y a une théorie qui s'appelle la théorie de l'approvisionnement optimal, qui dit qu'un animal va son ordinateur interne va comme calculer c'est quoi le risque qu'il va avoir à aller chercher sa nourriture versus le succès qu'il va avoir. Je vais vous donner un exemple par rapport à ça. L'analogie, c'est que si vous donnez le choix à un coyote d'aller courir après un castor qu'il n'est pas sûr d'attraper versus de manger dans les poubelles, il va manger dans les poubelles. Parce que l'énergie qu'il va aller chercher sera peut-être moindre, mais il n'aura pas de risque ou peu, puis il est certain de trouver de la bouffe. Fait que tous ces aspects-là, ça fait qu'il y a un recul du piégeage, il y a une prolifération des sources d'alimentation en milieu urbanisé pour les prédateurs, ça induit une hausse des castors et donc une hausse des problématiques qui viennent avec aux abords des populations humaines.
Au niveau des impacts des barrages, bien évidemment, un barrage, même les hommes en érigent, là, ça sert à augmenter le niveau de l'eau. Donc, il y a des avantages, on les a vus tantôt, pour la création ou le maintien des habitats fauniques. Par contre, il y a aussi des inconvénients pour les structures anthropiques, donc les structures humaines. On va parler de l'inondation des propriétés riveraines en amont. Si vous avez un barrage, le niveau de l'eau va monter, c'est sur les côtés, bien, c'est sûr qu'il y a des risques d'inondation des propriétés qui sont là. L'érosion des chemins puis des routes, ça vient aussi un petit peu avec quand il y a des jeux de niveau d'eau. Les dommages aux infrastructures en cas de rupture de barrage, là, on en a tous déjà entendu parler, entre autres dans les nouvelles, là, un barrage de Castor qui cède puis ça emmène la route qui est en bas ou ça noie des maisons. Et puis, en termes plus biologiques, le colmatage des frayères, on l'a dit tantôt, les étangs de Castor sont pleins de matière en suspension. Donc, ça, quand le barrage se brise, bien, tous ces éléments-là, en fait, vont finir dans le cours d'eau puis ils vont pouvoir se déposer dans le fond, donc colmater les frayères, altérer la qualité de l'eau et, dans une moindre mesure, contaminer les sources d'eau potable quand il y a des prises d'eau potable dans les lacs. En passant, c'est quelque chose que le gouvernement recommande de moins en moins, mais c'est encore quelque chose qu'on voit très fréquemment. Là. Ceci étant dit, il y a des risques de contamination. Puis, la difficulté par rapport à ça, c'est que le risque de rupture de barrage, il est relié aux caractéristiques morphologiques des sites. Une assise en roche ou une assise en sable, bien, c'est pas tant solide. T'sais, on pourrait se dire, ouais, de la roche, c'est super solide pour un barrage, mais poser des morceaux de bois sur une grosse roche puis jeter de l'eau, vous allez voir que ça ne restera pas. Si votre barrage est construit à même plus de la boue, là, ça va être un petit peu plus solide, mais là encore, il n'y a aucune garantie que ce barrage-là ne cédera pas avec une crue. La taille du bassin versant est aussi une source de problématique parce que plus le bassin va être gros, plus la quantité d'eau qui va être amenée au barrage va être importante, donc va augmenter les risques de bris ou d'ouverture dans le barrage quand il y a une crue ou un apport en eau qui est soudain. La constance en apport en eau est un autre facteur. Si vous avez un petit cours d'eau qui coule en permanence, ce n'est pas tant un problème. Mais par contre, si vous avez un cours d'eau un peu plus large puis qu'il y a un gros coup de débit d'eau qui s'en vient, les risques de rupture du barrage sont plus grands. La pente du ruisseau, quatrième facteur qui va venir jouer là-dessus, bien évidemment, plus votre ruisseau il est pentu, plus le débit du cours d'eau va être important, donc plus ça risque de flusher quand vous allez arriver en bas. Et puis, en aval, donc de l'autre côté du barrage, la largeur de la plaine inondable. Plus votre plaine inondable va être large, moins il va y avoir de risques pour les infrastructures qui sont en dessous, parce qu'en fait, ça va être capable d'absorber le coup d'eau. Fait que si on regarde maintenant du côté des avenues de cohabitation, comment favoriser la cohabitation entre les castors et l'humain? Bien, les interventions, elles sont parfois incontournables en termes de sécurité publique, là, à proximité des centres urbains et ou de villégiature, mais c'est sûr que la solution qui est préconisée, qu'on essaie de préconiser, c'est toujours la cohabitation. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Au niveau de la planification et de l'aménagement du réseau routier, en fait, on va y revenir un petit peu après, mais ça peut être aménagé de façon à ce que les risques soient limités, entre autres avec l'aménagement de ponceaux qui soient adéquats. Si les conditions environnementales s'y prêtent, on peut, parce que souvent ça prend quand même un certain niveau d'eau là-dedans, on peut installer des structures de contrôle de niveau de l'eau. C'est des cubes Morancy, c'est des tuyaux à travers le barrage qui vont permettre l'écoulement de l'eau sans que le castor entende nécessairement l'eau qui coule et vienne le boucher. Hein. Mais attention, ces infrastructures-là, elles nécessitent un entretien puis un suivi. Fait que, on ne peut pas se dire « Ah, ben là, je vais aller poser un cube Morancy, merci, bonsoir ». Non. C'est une espèce de cage là, dans laquelle il y a une protection, en fait, pour l'entrée des tuyaux. Puis, ce que ça fait, c'est que toutes les branches, la végétation vient se coller dessus, puis ça finit par faire des embâcles. Fait que ça nécessite vraiment un entretien au moins une fois par année, là.
Dans un autre optique, on peut, dans certains cas, installer des pré-barrages. Fait que ça, c'est des petites structures qui sont anthropiques, qui sont humaines. Puis, ça permet d'inciter parfois le castor à construire son barrage à des endroits où c'est un petit peu plus stratégique puis un petit peu moins dangereux pour les infrastructures anthropiques. Là encore, ça nécessite une surveillance. On ne met pas 3 roches en se disant « bon, c'est fini, merci, bonsoir ». Il y a toujours une surveillance qui est nécessaire. Puis, comme je disais tantôt, les installations de ponceaux qui sont en fait surdimensionnées. Aujourd'hui, je pense que tout le monde dans la salle a entendu parler de changement climatique. Les changements climatiques, les conséquences qui sont prévues pour la région des Laurentides puis de l'Outaouais, c'est qu'il va y avoir une hausse des phénomènes d'ampleur. Fait que l'été risque d'être de plus en plus sec, puis on va avoir de moins en moins d'eau. Mais à l'inverse, quand on va avoir des orages, le 60, 80, 100 mm, ça va plus être rare. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que les coups d'eau qui risquent d'arriver dans les ponceaux sont de plus en plus gros et il faut surdimensionner les ponceaux par rapport au règlement pour être capable, en fait, d'absorber les coups d'eau et que les infrastructures routières, entre autres, ne partent pas. Donc ça fait partie des avenues de solutions, puis il y a beaucoup de municipalités qui commencent à mettre ça en place. Et en même temps qu'au niveau des ponceaux, là, il y a d'autres solutions comme les cônes de déprédation ou les grilles de protection. Fait qu'on vient juste mettre une grille devant le ponceau pour empêcher le castor de mettre son barrage dedans. Là encore, ça nécessite de l'entretien. Et le dernier point, mais vous pouvez aussi, c'est plus peut-être destiné aux municipalités, mais s'il y a besoin, les Assauts de lac peuvent aller voir la municipalité pour ça, pour élaborer un plan d'action. À quel moment est-ce qu'on peut éventuellement appeler un trappeur? C'est quoi les solutions? Est-ce qu'on peut mettre une grille? Est-ce que c'est vraiment un travail en collaboration entre les Assauts et la municipalité? Ça clôt la présentation que je voulais vous faire. Est-ce que vous avez des questions?